Alors aujourd'hui, la saison du cancer, 6e épisode de l'année 2021. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour. Alors vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre page Tipeee, où nous vous proposons 3 fois par mois du contenu exclusif. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme nous de financer leur création originale. Vous décidez vous-même du montant de votre contribution à partir de 1 euro. Et dès 3 euros par mois, vous recevez une publication hebdomadaire et exclusive rédigée par l'un de nous trois, un texte qui vous permet de poursuivre le dialogue avec les aspects astrologiques du moment. Nous avons atteint 48% de notre objectif de collecte et nous envisageons de vous proposer un épisode inédit d'Alchimie du ciel une fois que ce premier palier de collecte sera atteint. Donc rendez-vous sur notre page Tipeee, fr.tipeee.com/alchimie du ciel, ou tout simplement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. On va commencer par introduire le signe du cancer, la saison du cancer. Un mot, une idée, Caroline, Sophia, sur ce signe. Moi, je vais commencer. Allez. Moi, j'aime bien, parce que souvent on associe, je trouve, trop facilement le cancer à la famille, au monde émotionnel. Et quelque chose que je ne sais pas si vous avez remarqué en séance, c'est qu'il y a beaucoup de natifs ou qui ont on va dire, des placements prédominants en cancer, qui ont aussi toute cette faculté qu'on retrouve dans les métiers d'architecture, de design, de dessin, d'agencement. Et ça m'a permis aussi de cheminer sur vraiment le cancer comme étant aussi celui qui nous permet de créer des formes, que ce soit des formes dans notre monde émotionnel, dans notre monde imaginaire. Et je pense que c'était quelque chose pour introduire peut-être le cancer qu'on oublie, qu'on associe trop facilement à une forme d'émotivité où on va vite rougir. Mais en fait, il y a aussi toute une sensibilité, justement, un petit peu comme le glyphe ou à une vie intérieure. Je trouve que c'est un peu les prémices, c'est le premier signe d'eau, a aussi une vie intérieure très riche, qui, bien sûr, je pense que l'ombre de ça peut être aussi l'enfermement dans cette vie intérieure et dans des représentations psychiques ou dans des images. Et je crois, c'est ce que je vous disais en off, que c'est Philippe Granger qui a écrit sur les destins de Vénus et de la Lune noire, parle beaucoup de Vénus en cancer comme étant aussi cette capacité à symboliser et donc à avoir tout un lien particulier à l'imaginaire. Voilà, c'était un petit peu le mot pour peut-être ouvrir un petit peu ce qu'on dit traditionnellement sur ce signe. Pour moi, le signe du cancer, ça me fait penser immédiatement en fait à l'idée d'appartenance. Et donc, on revient à ce que tu disais, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça, cette appartenance à une famille, cette appartenance à un lieu, cette appartenance à une culture. C'est venir au monde et comprendre qui on est tout d'abord dans ce reflet-là, dans ce miroitement qui nous renvoie sans cesse que nous sommes à la fois un être qui devra, dans son évolution, s'individuer, mais qui s'imbibe aussi de ses racines. C'est vouloir être à la fois un être à part entière, parce que le cancer, c'est aussi ce signe cardinal, mais c'est vrai que c'est un signe cardinal d'eau, donc c'est un signe dominé par le sentiment, ce qui donne une sorte un subtil mélange de dépendance et de combativité, je trouve. Combativité pour un idéal sécuritaire qui vient rappeler les eaux premières. C'est aussi le premier signe d'eau du zodiaque, comme tu disais, Caro. Donc, il a un appel de ce passé archétypal et en même temps un désir de se mettre au monde, d'initier la forme, comme tu disais. Oui, moi, je crois que ce moment du solstice d'été, le 21 juin, c'est aujourd'hui d'ailleurs que l'on tourne notre épisode. C'était un peu comme un moment de retournement de la conscience. On est dans cette énergie Gémeaux d'expansion sans limite et on passe à une énergie qui doit être intériorisée, à quelque chose qui doit remplir à l'intérieur et pas juste multiplier des expériences à l'extérieur. C'est le moment où les jours commencent à raccourcir,
où l'énergie solaire est invitée à prendre une forme, comme tu pouvais dire, je pense, Caroline. Et moi, si je dois donner des mots, je dirais une forme de condensation, de circonscription, une frontière nouvelle. Et il y a quelque chose qui demande d'être accueilli dans une sensibilité plus grande, pour une conscience plus grande. Et c'est là où il peut y avoir, pour moi, des forces irrationnelles, inconscientes, plus ou moins volontaires ou contraintes, qui viennent en quelque sorte forcer l'être à cette intériorisation. Et la matérialisation de ça, c'est peut-être la famille. Hein. La famille, c'est cet espace justement qui nous relie à ce système de relations conscientes et inconscientes qui dépasse l'ego et nous oblige. Ce sont les serments inconscients, les chaînes de loyauté, les attachements au passé, la responsabilité envers les plus jeunes et les aînés. Est-ce que nous, finalement, quand on arrive dans ce signe du cancer, on peut se demander, sommes-nous totalement libres ou est-ce que nous sommes obligés par des structures de vie individuelles, familiales et collectives? Et je crois que oui, que ce processus-là, c'est le processus de la naissance et de la renaissance. Et puis, il y a quand même le Capricorne en face avec Saturne. Donc, c'est une tension entre évolution intérieure et construction extérieure. Un petit peu comme le crabe, finalement, qui est entre l'eau et la terre, à mi-chemin entre deux univers. Et je voulais partager quelque chose avec vous, c'est que je me suis rendu compte que le cycle de la Lune, c'était à peu près 29 jours, hein, donc dans ce signe du cancer, et un cycle de Saturne, c'est 29 ans. Donc, j'y ai vu là un peu comme une analogie. Oui, c'est une raison. Oui, dans le thème... C'est aussi le miroitement. Oui. C'est drôle d'ailleurs, parce que le cancer est gouverné par la Lune et Saturne gouverne le signe du Capricorne. Donc, il y a cette résonance aussi. Oui, on le voit bien dans le thème Mundi. Oui. Exactement. Oui. Le Soleil traversera ce signe du 21 juin au 22 juillet. Et donc, nous allons réaliser devant vous notre alchimie du ciel des aspects, en tout cas de 3 séries d'aspects qui nous paraissaient importants en lien avec cette saison du cancer 2021. Je vais commencer peut-être avec 2 phénomènes qui ne sont pas rares. Ce sont les rétrogradations annuelles de Jupiter et de Saturne, puisque Jupiter a tourné rétrograde le 20 juin. Et donc, nous sommes encore dans sa phase où il est stationnaire. Hein. Donc, qui nous emmènera jusqu'à la pleine lune en Capricorne du 24 juin. Il me semblait que c'était important. Jupiter et Saturne sont des planètes dites sociales et collectives, hein, qui traduisent dans nos vies et dans notre inscription dans le collectif ce double mouvement en quelque sorte d'expansion et de restriction. Et c'est ce qui va faire croître l'être, hein, et lui permettre de trouver une forme. Et donc chaque année, ces 2 planètes rétrogrades. Quand une planète rétrograde, on le sait, hein, elle change son mode d'action. Et c'est peut-être un moment où, comme tu pouvais dire, Sophia, à plusieurs reprises dans d'autres contenus, que c'est un moment où la planète est colorée en quelque sorte par le signe où elle est le deuxième maître, donc le deuxième domicile de la planète. Donc pour Jupiter, un côté beaucoup plus poisson, et pour Saturne, un côté Verseau. Et ça tombe bien parce que Saturne est en Verseau, Jupiter est en Poisson. Donc c'est peut-être le moment de ressentir avec force peut-être ce Saturne dans le signe du Verseau et ce Jupiter en Poisson. Surtout que, je ne sais pas pour vous, mais l'incursion de Jupiter en Poisson, je l'ai vu comme beaucoup d'exagération en toutes sortes, une expansion sans limite, quelque chose qui avait besoin d'émerger et d'éclabousser. Et je me suis vu moi-même dans ma vie dans certains excès. Et donc, j'ai l'impression que
cette période de rétrogradation qui s'ouvre, hein, donc du 20 juin au 18 octobre, pendant 4 mois, va nous permettre de croître à l'intérieur. C'est un peu comme la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Bah, maintenant, il faut faire croître en quelque sorte un espace à l'intérieur parce que toute cette expansion extérieure, elle amène peut-être un matériel nouveau dans nos vies, quelque chose de nouveau à traiter. Mais le but, à la fin, c'est quand même l'expansion spirituelle, l'expansion de l'être, la connexion avec le soi, et non pas cette inflation égotique. Donc, je crois que ce moment de rétrogradation peut justement nous permettre en fait d'intégrer en conscience, de réceptionner cette incursion de Jupiter en Poisson, dont tu avais très bien parlé, Caroline, au dernier épisode. Donc, je vous invite à l'écouter à nouveau. Et quant à Saturne, lui, il est rétrograde depuis le 24 mai, hein, donc du 24 mai au 11 octobre. Sa rétrogradation dure 5 mois. Chaque année, les dates de rétrogradation se décalent un petit peu. Pour moi, un message clé, c'est comment est-ce que je prends la responsabilité de ma vie et de mes choix comme corollaire de la liberté. C'est un moment peut-être de relâchement collectif des contraintes, et on le voit même au niveau collectif par rapport au virus. Et donc, comment est-ce qu'à un moment où la contrainte ne vient plus de l'extérieur, comment est-ce que je me structure moi de manière autonome au cœur de ma vie, et comment est-ce que j'intègre des principes d'intégrité et de responsabilité. Et donc, je crois que c'est ce dialogue de ces deux planètes, enfin de toutes les planètes hein, qui vont dialoguer avec Saturne et avec Jupiter, vont être importants dans ces prochains mois. Les moments où l'on ressent souvent les rétrogradations de Saturne et de Jupiter, c'est les moments où les planètes elles sont stationnaires. Donc c'est souvent en début et en fin. Donc pour Saturne, hein, autour du 24 mai, vous pouvez voir un petit peu ce qui s'était passé. Et vous verrez l'évolution par rapport au 11 octobre prochain. Et pour Jupiter, c'est en plein maintenant, hein, donc au début de cette saison du Cancer, surtout que le Soleil va faire un beau trigone à Jupiter en entrant en Cancer. Donc, je crois que c'est vraiment le moment de ressentir cette énergie de ce Jupiter Poisson et jusqu'au 18 octobre. Donc, voilà, en quelque sorte, placer ces deux séries de dates comme deux repères et puis voir ce qu'il se passe entre. Je le disais, un mouvement rétrograde qui invite peut-être à intégrer en conscience, à réceptionner au prisme de sa sensibilité, à accueillir ce qui cherche à naître, faire de la place pour ce qui émerge au-delà de l'ego. Et puis, il y a eu quand même ces dernières semaines avec les éclipses tout un enchaînement d'aspects astrologiques assez costauds. On a eu tout d'abord Saturne qui exerçait une contrainte, peut-être une restriction de plus en plus forte jusqu'à devenir stationnaire. D'un autre côté, Jupiter qui entre en Poisson pour une croissance nouvelle, une certaine expansion, une exagération. Le deuxième carré, Uranus et Saturne qui nous tient toute l'année, où une barrière intérieure peut-être cède sous la pression de besoin de libération uranienne. Donc c'est vraiment un moment charnière hein, entre un besoin de changement Uranus et une résistance au changement Saturne, mais cette résistance et cette tension est la matrice de la renaissance de cette année 2021. Et puis voilà maintenant qu'avec ces deux rétrogradations, il faut intégrer tout ça, je crois. Intégrer tout ça, et puis ça va se décliner dans toutes les thématiques Jupiter-Saturne. Comment est-ce que je repense mon insertion dans le collectif, un collectif en mutation? Comment est-ce que je prends une place plus juste dans un monde qui est en train de changer inévitablement? Quel rôle, fonction, responsabilité je vais prendre? Où seront les miennes demain? Quel est mon système de croyance? Ce en quoi je crois, ce qui porte mon action? Est-ce que ce système de croyance est toujours aligné avec l'être que je suis? Est-ce que certaines croyances doivent être dissoutes pour qu'une nouvelle forme spirituelle, je pourrais dire, venant des profondeurs de l'être, prenne toute sa place?
Est-ce qu'il y a des principes et des règles qui régissent le collectif, qui doivent être transformés? Est-ce que c'est peut-être le contrat social qui n'est plus le bon? Est-ce qu'on a besoin de nouvelles lois pour encadrer, pour limiter, pour sanctionner? Où est-ce que j'en suis de mon expansion matérielle, professionnelle, sociale? Et comment est-ce que aussi, je crois, dans ces mois d'été qui souvent sont des mois de relâchement, est-ce que je me prépare à la rentrée, puisque les rétrogradations sont maintenant, donc voilà. Et puis, comment est-ce que peut-être dans les prochains mois, les 4 mois là qui s'ouvrent, je fais de la place à mon intériorité, j'accepte un certain retour à soi, une introversion, une gestation intérieure. Comment est-ce que je consolide certaines fondations, certains acquis? Comment j'essaye aussi parfois de faire preuve de patience et de persévérance, là où mes limites intérieures peuvent être testées. Voilà, donc je crois que c'est toutes ces thématiques-là, pas une en particulière, mais ça résonnera chez chacun à un endroit de nos vies et de notre thème qui vont être mis en lumière. Et la pleine lune en Capricorne du 24 juin, je crois, souligne bien tout ça, puisque c'est une pleine lune en Capricorne, donc qui est régie par Saturne, hein, le Saturne de rétrograde en Verseau, et qui fait un très beau trigone à Jupiter. Donc on a bien la connexion avec ces deux planètes. Ce sera le 24 juin à 3 degrés du Capricorne. Alors, une pleine lune en Capricorne, elle peut avoir son lot peut-être de restrictions, de contraintes. Et en même temps, là, il y a cet aspect tellement harmonieux à Jupiter qui est un grand bénéfique dans notre zodiaque. Moi, je le vois, et vous me direz un petit mot, Sophia et Caroline, de comment peut-être est-ce que vous voyez ça, mais je le vois comme un moment de maturité, comme un moment où la maturation de quelque chose qui arrive à une forme d'aboutissement et qu'il faut maintenant intégrer, réceptionner au prisme de sa sensibilité. Ça peut être un bon moment peut-être pour un bilan, pour un état des lieux de ce qui s'est passé dans ces dernières semaines, s'organiser, mettre de l'ordre dans un certain chaos intérieur et créateur. C'est le moment aussi où Mercure est stationnaire, hein. On a eu 3 semaines de rétrogradation de Mercure et il reprend tout doucement sa marche directe au trigone de ce Saturne de rétrograde. Donc c'est peut-être aussi un moment pour dénouer des blocages de communication ou alors organisationnel, en se positionnant en responsabilité de ses choix, de ses actes, toujours avec le Capricorne, cette notion pour moi de responsabilité par rapport et d'une certaine verticalité. Et puis voir comment est-ce que ces 3 dernières semaines ont impacté peut-être nos communications et comment nous avons pu rétablir certaines limites intérieures et extérieures dans nos vies. Un petit mot sur cette pleine lune en Capricorne, quelque chose qui vous vient, Sophia et Caroline? Oui, c'est exactement ce que tu dis et c'est drôle. Il y a un contraste, je trouve, entre cette période Cancer-Capricorne avec la pleine et la nouvelle lune, qui sont 2 signes qui nous demandent d'intérioriser, d'aller vers cette croissance intérieure, comme tu disais, et la saison en elle-même, la saison en tant que saison. L'été est là, le solstice vient d'avoir lieu, et comment équilibrer ces forces contraires, en fait. Et en même temps, le maître de la pleine lune, il est en rétrogradation, donc il y a ce double regard et cette capacité ou incapacité, après ça va dépendre des personnes, à rejoindre ces 2 forces opposées. Et comment est-ce qu'on va se sentir au milieu de cette tension? Est-ce qu'on va aller vers quelque chose une exubérance jupitérienne, ou est-ce qu'on va rester dans quelque chose qui est plutôt durable, constante, même si elle demande une certaine solitude? Ouais. Alors, on a un deuxième aspect, mais qui fait bien, je pense, la transition avec ce que l'on a pu dire. C'est le dialogue que fait Mars
et Vénus, avec ce carré Saturne-Uranus et leur belle conjonction en Lion. Oui. Et ce qui est assez fascinant, je trouve, dans le cycle, c'est que leur conjonction aura lieu le 13 juillet à 19 degrés du Lion. Mais en fait, ils vont rencontrer chacun, puisque Mars est déjà en Lion, et il va rencontrer le 1er juillet, il fait son opposition à Saturne, le 3 juillet, il fait son carré à Uranus, il doit aussi faire sans doute le sextile à Chiron, j'ai oublié de marquer la date, et Vénus, qui rentrera en Lion le 26 juin, elle fait une semaine après l'opposition à Saturne le 6 juillet et le carré à Uranus le 8 et le sextile à Chiron le 7. Et je trouve que ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, avant leur rencontre, on dit parfois que c'est les amants cosmiques, on les appelle. Mars et Vénus. Hein. Oui, Mars et Vénus, avant leur conjonction, ils vont chacun en fait réactiver quand même un des aspects majeurs de 2021. Et je me disais, c'est intéressant parce que pour refaire aussi un peu avec ce que tu disais, mais comme si on peut le lire sous d'autres aspects, il y a vraiment dans l'énergie du lion cette sorte de spontanéité de l'être, cette envie de rayonnement, cette envie de... Parfois, il y a ce côté aussi un peu enfantin, un peu naïf, un peu jovial, mais c'est comme si, je trouve, l'opposition à Saturne et Uranus nous demande d'abord d'intégrer une maturité. Et aussi, quelque part, je trouve, avec le carré d'Uranus, je suis obligée de l'incarner. Enfin, ça ne peut pas être seulement... je trouve que plus on parle de cette ère du Verseau, plus on voit aussi l'ombre du lion actuellement. L'ombre du lion dans ce narcissisme, dans ce que je trouve qu'on voit beaucoup sur les réseaux, dans le lion où on a besoin d'être adulé, où on a besoin d'être adoré, où on a besoin d'être reconnu pour quelque chose, nos dons uniques, pour ce qui nous met en avant. Et moi, je me suis toujours dit, mais en fait, le lion, dans son authenticité, c'est la noblesse du cœur. Quelque chose je me rappelle lorsque je suis fan de toutes ces légendes arthuriennes. Et en fait, pour trouver le Graal, la qualité, c'était, oui, il y avait le courage, il y avait la force, mais c'était surtout la noblesse et la pureté de cœur. Et je trouve que même si Saturne peut être vécu peut-être comme on a envie tout d'un coup d'y aller, alors ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet artistique, ça peut être dans un élan de juste passer notre été. Je trouve un peu en écho avec ce que tu disais. En plus, ils vont rencontrer un Saturne rétrograde. Et ça nous demande quand même cette maturité, cette présence à soi, peut-être aussi, on ne peut pas perdre de vue le collectif. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si, ce que parfois Luc Biget appelle ce réveil du héros, de ces 12 pétales là, qui symbolisent beaucoup dans les travaux d'Hercule. Il y a toujours que notre réveil à soi, ou que ces projets créatifs à soi, ou que même s'ouvrir à l'amour. Je ne sais pas, c'est comme si on le redistribue aussi dans le collectif. Et je trouve que pour Saturne-Uranus, va peut-être bloquer Mars dans son action, c'est-à-dire j'ai envie d'y aller et puis je me sens bloquée, et Uranus, ça peut amplifier cette envie de rébellion et d'explosion. Et on pourrait dire pareil pour Vénus, j'ai envie d'ouvrir ce cœur, de cet élan créatif, et la frustration de Saturne peut-être qui m'empêche de par des règles, et à la fois l'urgence d'Uranus d'accoucher quelque chose de nouveau. Mais je trouve que les deux, pour peut-être résoudre cette ambivalence de ce qu'on appelle ce carré entre Saturne et Uranus, c'est aussi comment on revient à une forme de présence. Présence à soi par Saturne, de par je suis obligée d'avoir l'autorité par rapport à Mars, on pourrait dire de répondre de mes actes. Par rapport à Vénus, ça pourrait être je suis obligée d'avoir l'autorité de reconnaître ce que je ressens en profondeur. Hein. En plus, tout ça dans la période du cancer qui a une tendance un peu à l'émotionnel, là on va se dire non, c'est un émotionnel, on n'est plus dans l'émotion, on est peut-être dans le domaine du sentiment. Je ne sais pas, pour moi il y a une différence entre l'émotion, réactivité et le sentiment. Et le carré à Uranus qui pourrait être cette urgence et ce côté adolescent qu'on a envie de retrouver, et on est libre et à nouveau et tout rouvre, ou je ne sais pas. Mais Uranus, surtout dans le signe du Taureau, il nous demande cette présence aussi, mais cette présence dans le corps, cette présence dans la matière, ce besoin de se dire attends, on a besoin d'incarner vraiment cette cohérence en soi, ces valeurs, ces nouvelles valeurs aussi que Vénus. Et peut-être que début juillet, on est dans cette maturation, dans ces tensions, dans ces contradictions. Et je me dis peut-être que leur union, le 13 juillet, ça peut être aussi...
ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait du chemin là. Je sais pas, c'est 3 semaines depuis à peu près. Oui, c'est ça, à peu près 3 semaines depuis le solstice. Et leur conjonction qui rouvre un cycle. La dernière conjonction, c'était en août 2019. Donc, ça fait quand même un certain bout de temps qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Ils étaient dans la Vierge, là, ils sont dans le Lion. Et je me dis, oui, est-ce que c'est pas... je trouve l'opportunité qui se marie, on parle de ces noces cosmiques, enfin de ces amants cosmiques, de se marier, mais avec... je trouve que ça demande au lion de grandir, pour faire simple. Ça demande à ce lion spontané de se dire qu'il a une responsabilité et que peut-être sa responsabilité, c'est d'être dans la joie. Peut-être que sa responsabilité, c'est d'être dans le cœur. Peut-être que sa responsabilité, c'est d'irradier une simplicité et de se dire que c'est encore possible de retrouver une forme d'innocence après tout ce qu'on a vécu. Mais c'est une innocence qui n'est plus une ingénuité. Je crois qu'il y a beaucoup, je crois qu'il y a un des contes dans Femme qui court avec les loups, je crois que c'est celui de Barbe Bleue, où elle parle de cette différence entre être ingénu et être innocent. Après, comment retrouver l'innocence après même que, par exemple, elle a été témoin que celui qu'elle pensait aimer, Barbe Bleue, en fait, avait un secret terrible. Mais je trouve qu'il y a une invitation dans ce mois-là à cette innocence, mais qui n'est plus un enfantilisme, en fait. Et par rapport aussi à ce que tu disais, Thomas, quand tu posais ces questions au niveau macro, au niveau du collectif, il y a aussi tout ce thème de la responsabilité, même par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, pour justement qu'on ne nous prenne plus pour des enfants, en fait. Et je trouve que la contradiction, c'est comment on ne nous prend plus, on ne nous infantilise plus, mais ça ne nous rend pas l'ombre de Saturne qui ce serait, on devient des aigris. L'ombre d'Uranus, ce serait, on devient tellement rebelle et tout ça qu'on est finalement, on se coupe du cœur parce qu'on n'est que dans les concepts. Et si tu n'es pas d'accord avec ma théorie, si tu n'es pas d'accord avec mon concept, tu ne fais pas partie de ma tribu. Donc, et je pense qu'on va devoir, comment on reste dans notre cœur, tout en incarnant ces idéaux de liberté uraniens, tout en incarnant ces idéaux de responsabilité et de présence saturnien. Je le verrai comme ça. Et je pense que après, vous pouvez l'appliquer au terme d'une relation affective, où on peut l'appliquer dans toute relation finalement avec un acte créatif, un acte créateur, avec notre propre volonté aussi, Mars, et notre sens de la direction. Notre relation valeur-volonté, en fait, ce qui me met en mouvement et à partir de ce qui me fait, oui. Et moi, il y a quelque chose qui m'est venu en t'écoutant, c'est ce mot d'intégrité, en quelque sorte, avec cette opposition à Saturne. Comment est-ce que je suis en intégrité par rapport à qui je suis, par rapport à mes responsabilités, par rapport à et l'autre mot qui m'est venu, c'est intégralité, en fait. C'est-à-dire que je suis pas juste un être séparé, singulier, qui cherche à se libérer avec ce carré bahuranien, mais je suis aussi dans une certaine forme de continuité, d'héritage, de reconnaissance de ce qui me constitue. Moi, j'ai eu cette image des ancêtres qui, en quelque sorte, me précèdent dans ce signe du lion, où finalement, on devient roi, mais il y a de par le pouvoir qui nous est donné par ceux qui sont venus avant nous. Il y a quand même quelque chose de ça, quoi. Oui, et c'est surtout souvent ce que je crois que c'était Éric Beru qui en parle bien dans cette opposition Verseau-Lion. Que le Verseau, il y a ce mythe de l'auto-engendrement, c'est-à-dire que j'accouche d'un projet créatif, mais je ne reconnais absolument pas mes pères ou la tradition. Et le lion s'inscrit dans la lignée. Et on le voit bien, parfois ce désengagement, comme il parle de se désengager de quelque chose ou pas vouloir s'engager, et c'est pas vouloir aussi reconnaître la tradition. Et là, il y a peut-être, sans doute, on va être aussi face avec Saturne-Uranus, de par le Verseau et Uranus aussi, puis dans le signe du Taureau, qui est un signe qui est là pour préserver aussi. Je trouve que ça peut illustrer aussi comment on s'inscrit dans le nouveau sans pour autant rejeter tout ce qui nous a été, tout ce qui a été d'avant, en fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut aussi voir actuellement. On pourrait dire qu'il y a Uranus qui pousse vers le changement et vers ces nouveaux codes culturels pour l'appliquer. Et puis Saturne qui est, je trouve qu'on le voit même en astrologie, entre ceux qui
moi, je me dis, j'ai envie d'étudier l'hellénistique ou les mythes. Donc, on ramène l'héritage. Et puis, ce qu'on peut voir actuellement, qui est des fois proposé sur les réseaux sociaux, qui est je canalise les planètes et c'est de l'astrologie. Enfin, quelque chose de très uranien qui fait même parfois abstraction du langage, en fait, qui est juste j'ai connecté à l'énergie de la Lune, donc la Lune m'a dit ça. Et il n'y a aucun forcément de jugement, mais je me dis, on fait table rase ou dire ah ben non, avant les anciens ils disaient que c'était maléfique, mais on n'a jamais compris quel était le contexte et en fait pourquoi et tout le système complexe. Donc je trouve qu'il y a aussi toute une réflexion qu'on peut voir dans notre petit micro qui peut avoir plein de répercussions dans d'autres domaines en fait. Oui, c'est quelque part comment le lion après dans la croix il y a le scorpion et ça parle de ça, comment être dans l'évolution sans trahir forcément. Oui. C'est beau ça. On m'a fait penser à ça, ouais. Et comment, de par l'expression de sa créativité, dans l'affirmation de son indépendance et de sa singularité, comment ne pas devenir tyran, en quelque sorte, de soi-même et des autres. Moi je sors là d'un beau week-end sur le masculin et il y a dans cette énergie du roi quelque chose qui est davantage de l'ordre de la bénédiction et du fait de valoriser l'empuissancement des autres aussi, et pas simplement au service de son propre pouvoir. Ouais. Et ça me fait penser à ce que tu dis là, Thomas, aussi on parle souvent par rapport aux déesses dans l'idée de la jeune fille et puis, enfin les trois, hein, la jeune fille, la mère et puis comment est-ce qu'on dit en français? La crone, mais en français, je ne sais plus comment on dit. La vieille femme, la vieille sage, la sage, voilà, la vieille femme. Ouais. Ouais. Mais j'avais lu, alors je ne sais plus qui c'est, hein, il faudrait que je recherche, mais l'idée qu'il y a encore une étape intermédiaire entre la mère et la vieille femme, c'est-à-dire la reine. C'est une énergie archétypale que les femmes devraient aussi toucher ou en tout cas développer et ne pas passer ou ne pas penser qu'une fois qu'on n'est plus mère ou qu'on a fait le rôle si on a eu des enfants et qu'ils sont partis ou alors qu'on a fait le choix de ne pas en avoir ou qu'on n'a pas pu d'une manière ou d'une autre, que tout de suite on est déjà crowd, qu'on est déjà la vieille femme. Il y a une étape intermédiaire et c'est peut-être ça aussi là quelque part cette énergie du lion qui vient parler forcément d'intégrité et de souveraineté. Souveraineté. Alors, on est inspiré sur ce bel aspect et on en a un dernier, Sophia, c'est la nouvelle lune en Cancer, importante puisque la lune est quand même en domicile dans le signe du Cancer. Donc, c'est une nouvelle lune importante dont tu vas nous parler maintenant. Voilà, la nouvelle lune à 18 degrés du Cancer le 10 juillet. C'est une lune qui sera donc, comme tu dis, elle est dans son propre signe et dans les heures qui suivront la pleine lune, la lune dans son chemin évolutif va donc s'opposer à Pluton où une sorte de culmination peut avoir lieu aussi. Donc surtout parce que voilà ce qu'on vient de dire et ce que tu viens de dire, Caro, Vénus et Mars traversent le Lion, activant le carré entre Saturne et Uranus. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai lu l'article que tu avais écrit sur Tipeee, Caro, sur Mars en Lion. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait. Oui. L'idée de la bravoure de ce Mars en Lion qu'il nous faut retrouver en nous, suivre l'élan du cœur et avec la nouvelle lune en Cancer, ce n'est pas complètement abstrait en fait parce que l'énergie du Cancer, c'est aussi cette énergie d'une certaine recherche de bravoure puisque le Cancer a ce côté cardinal et qui lui dit qu'il devra forcément prendre en main son destin. Et sans compter qu'il faut aussi de la bravoure pour protéger et défendre ce que l'on aime, comme le fait l'archétype du Cancer. Donc l'énergie cardinale de cette lune
Et c'est vrai, puisque c'est une nouvelle lune cardinale, elle vient parler forcément d'un démarrage, de quelque chose qui commence, peut-être qu'il devra, peut-être que il va nous falloir aller trouver cette bravoure en nous, et avec toutes ces planètes, donc Vénus et Mars en Lion, cela vient rajouter encore plus cette idée-là, enfin, je trouve. Et donc, c'est vrai que l'opposition que la Lune fera ensuite à Pluton, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être cette idée qu'il y a quelque chose là à transformer pour soit être capable de voir la bravoure là où elle est, dans nos actes, de devoir prendre en main certaines choses. Parce que c'est ça aussi le cancer. Le cancer, ce n'est pas uniquement ce signe. Le cancer, c'est un signe qui se met en action parce qu'il ressent. Donc, il y a quelque chose de ça. C'est s'appuyer sur le ressenti, sur les émotions pour redéfinir sa propre œuvre qui est celle de l'être, en fait. Mais en cancer, c'est aussi essayer de voir là où il y a peut-être des loyautés inconscientes qui continuent à déterminer notre façon d'agir au présent et puis dans le futur. Et c'est vrai que le carré Saturne-Uranus me fait penser, et encore plus cette année parce que on est en plein dedans et que moi je l'ai, ce carré dans mon thème natal. Et donc beaucoup de réflexions, surtout que Saturne et Uranus sont exactement dans des degrés qui concernent mon ascendant. Donc ce n'est pas rien, c'est énormément de mois de réflexion. Et donc, c'est vrai que ce carré-là, en fait, il me fait penser cette année beaucoup et ça m'a apporté des prises de conscience concernant le fait qu'il y a deux forces qui s'imposent et qui s'opposent par leurs différences, mais qu'elles peuvent aussi être vraies, en fait, en même temps. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose on a du mal avec ça. Il nous faut toujours le bon côté, le mauvais côté. Mais est-ce qu'on peut, sans donner un jugement de valeur, est-ce qu'on peut juste parfois s'arrêter au fait que peut-être il y a du vrai dans deux perceptions différentes, qu'il y a un chemin commun. Et donc peut-être qu'il y a de ça au moment de cette nouvelle lune qui vient nous demander d'apaiser cette tension en nous pour retrouver à la fois notre côté enfant et notre côté adulte. On peut être aussi celui au ciel qui a besoin de réconfort, mais on peut aussi réconforter. C'est sûr que ce n'est pas simple, mais c'est certain que je pense que c'est une nouvelle lune dans un signe cardinal et d'eau en face d'un signe de terre qui veut aussi dire ça, qui veut aussi nous dire ça, que nous pouvons entrer en dialogue avec ces parties de nous délaissées, blessées, et avoir sur elles à la fois un regard de compassion, mais aussi de responsabilisation. Et là où vous avez le signe de cancer, surtout le 2e et le 3e décan dans votre thème, ce sera intéressant, je pense, de voir ce que cela vous dira, qu'est-ce qui vous viendra au moment de cette lune. Et juste quelques exemples, si c'est en maison 12, peut-être qu'il y a là un lâcher-prise à faire, voire un pardon qu'il faut envisager. Si c'est en maison 9, peut-être qu'il y a des valeurs familiales qui sont entrées ou vont entrer en conflit avec une vision élargie des choses. Et cette cohabitation, elle n'est pas simple, facile. Et ces deux vérités, en fait, elles sont dans une lutte et demandent à la fois de trouver en vous, en nous, beaucoup de bravoure et de compassion, et de ne pas abandonner l'un pour l'autre, mais d'essayer de les positionner au bon moment et voilà, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est ce que cette lune en cancer me dit. Il y a un joli fil entre tout ce dont on parle, je trouve. Il y a une continuité entre toutes nos interventions. Et c'est assez beau parce que cet archétype du cancer colore un petit peu quand même de tout ce que l'on dit là. Et justement, donc nous avons pensé à
à la thématique suivante pour cet épisode, qui est naître et paraître. Puisque finalement, dans cette saison du cancer, deux signes dits très narcissiques peut-être sont valorisés, le cancer et le lion. Donc en plein dans cette énergie du cancer où le soleil et la lune vont dialoguer, et puis donc en quelque sorte le féminin et le masculin de l'être, et puis Mars et Vénus, les amants, donc le masculin et le féminin plus extérieur peut-être, dialogueux dans le signe du lion. Donc ces deux signes sont valorisés. Et donc, c'est dans cette thématique que nous voulions aller, dans la thématique de naître et de paraître. Naître et paraître. Sujet pas simple. Mais en fait, ça me fait penser, bien sûr, comme tu dis, à cette énergie du cancer, qui est une énergie d'introversion, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça m'a fait penser au solstice, qui est la culmination de la lumière, mais qui en réalité cache aussi la chute du soleil, qui pourra commencer donc après le solstice. Les jours commenceront à raccourcir, même si ce n'est pas de suite évident. Il y a donc à chaque solstice avec le signe du cancer et du capricorne, ce paradoxe entre ce qui se voit et ce qui est réellement. Il y a là encore deux vérités qui se côtoient. Et le cancer, c'est ce signe de naissance, de mise au monde en tant que forme individualisée, qui dans son évolution devra se séparer de l'eau unificatrice tout en se reflétant dans l'autre. Donc c'est ça aussi qui nous est demandé chaque année à cette période, à ce début d'été dans l'hémisphère nord. Et ça veut dire quelque part de mettre au monde une partie de nous, une forme qui était peut-être dans l'ombre. Et de cette forme individuelle, nous allons devoir, avec cette forme individuelle, il va falloir qu'on arpente le monde, il va falloir qu'on devienne visible, qu'on rentre quelque part dans l'idée de paraître aussi, accepter la lumière. Et en fait, c'est Luc Béger qui dit ça, paraître, c'est vraiment le chemin vers l'être, par être. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous inspire, ce naître, paraître. Moi, ça me fait écho justement pour reprendre ce que disait Luc Béger, même par rapport au mythe de Narcisse. Et il fait bien la distinction entre l'aspect psychanalytique et l'aspect du mythe, qui en fait, on pourrait dire que l'aspect de la psychanalyse s'arrête là où finalement il se reflète et il ne voit que son reflet. Mais le mythe nous dit en fait qu'il renaît justement, puisque à la fin il se transforme en narcisse et en fleur, mais qu'il avait besoin de se confronter au miroir, qu'il avait besoin de mourir à plein d'idées. Enfin, je crois qu'il y a un moment qui est beau, c'est qu'en fait il se voit, et on dit que quand il se voit, il voit des étoiles. Et les étoiles, ça vient de Esther, qui veut dire être. Et donc en fait, au fond, il se voit toujours lui-même, mais il doit vraiment passer par ses morts, par ses abandons d'une forme d'amour, par cet enfermement aussi avec le symbole d'écho dans sa propre parole. Il y a quelque chose aussi que les êtres, parfois, je crois qu'il prend l'exemple de Proust ou même de gens comme Dali, qui ont fait finalement la personnalité, en tout cas cancer ou du lion, elle va aussi faire de sa propre transformation ou renaissance de ses états d'âme et l'ouvrir à l'universel. Seulement, on pourrait dire que c'est différent peut-être de quelqu'un habité par le Verseau qui va plutôt, il va avoir, c'est pas de sa propre transformation de ses propres états d'âme, de cette, je sais pas, de ce processus plutôt interne qui va impacter le monde. Donc moi, je trouve que ça me fait penser à ça, et puis peut-être aussi, moi je dis souvent en séance, je sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces transitions et il faut être chrysalide avant d'être papillon. Et je trouve que dans toute naissance, dans toute finalement, il y a ce moment de la chrysalide qui me fait penser un peu au paraître, où on est figé dans une image, où on est figé dans quelque chose.
Et souvent, je pense qu'il y a un risque à ce moment-là, qui est le risque de penser que la chrysalide devient notre être, et on s'enferme finalement dans... Et je trouve que c'est encore plus difficile dans notre société qui nous enferme, où on doit, sur les réseaux, se définir, je suis tel truc, ou maintenant... Oui. je vois, j'ai assisté hier à quelque chose, et puis les gens dans le chat ensuite envoient, c'était une sorte de fête. Alors moi, je suis danseur machin, activiste machin. Et je me dis, c'est fou, on se définit beaucoup par des mots souvent un peu complexes, et puis on va changer, et puis on passe tellement de temps à questionner, est-ce que je suis astrologue, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, Un rôle social, en fait. Oui, c'est un rôle social, mais qu'on confond avec l'être. Oui. En fait, est-ce que notre rôle social a à voir avec l'être, avec notre statut marital, avec... Mais un peu comme lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on lui demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» C'est un peu ça, c'est-à-dire que on te rencontre et on te définit par ton activité, en quelque sorte. Ouais. Souvent, on dit même « Toi, tu es quoi ?» Comme si c'était rien que le mot, la phrase « Tu es quoi ?» Et là, c'est l'idée de métier qui définit. C'est comme l'idée aussi de mission. De mission de vie, oui. C'est un peu, mais c'est un peu à la mode. Ma mission, comme si... Et finalement, le cancer, il nous invite... Oui, le cancer, il va nous inviter à ce retournement de l'être dans qu'est-ce qui reste. Je trouve aussi avec cette idée qu'on voit de Saturne, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a dépouillé tout seul avec soi, là, dans notre petite crabe. Et souvent, je trouve que le lion, il nous invite avec spontanéité à oser irradier ce qu'on a construit comme ça dans l'antre. Mais c'est peut-être pour ça qu'en face du lion et du cancer, il y a le capricorne verseau, parce qu'on est confronté au monde, on est confronté aux structures sociales, on est confronté au groupe. Et je trouve que maintenir cette posture de l'être, c'est peut-être pour ça que le cancer, comme tu le dis, et c'est souvent la tension de l'été. Moi, je trouve que l'été, on voit notre famille, on voit plein de gens qui nous remettent dans des schémas, et pourtant, on a beaucoup de temps aussi par les jours plus longs, enfin, surtout en France, ici au Guatemala, non, mais on a du temps pour penser, pour se repenser, on est plus en contact avec les éléments aussi, parce qu'on est plus dehors. Vas-y, Caroline. Non, vas-y, non, j'avais plus de... Je sais pas, là, je me suis perdue un peu. Naître pour moi, c'est, comment dire, toute la vie. Alors, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de planètes en cancer, mais on naît toute la vie. On va naître successivement à plusieurs reprises, un peu plus à l'être, en fait. À chaque fois, quand un enfant naît, il est accueilli plus ou moins bien par ses parents. Qui vont faire de leur mieux pour, en quelque sorte, accueillir un être parfait alors qu'eux sont imparfaits. Et donc, l'enfant arrive et va recevoir un certain nombre de projections dont qu'il va devoir intégrer comme une matrice, comme une identité. Et puis, parce que doit émerger sa singularité, la puissance de son être, le projet sens, peut-être on pourrait dire, qui le constitue, eh bien, il va devoir se délester de toutes ces couches, de toutes ces identités peut-être erronées, un peu comme un oignon où l'on enlèverait les couches les unes après les autres. Et peut-être qu'à la fin, ne reste que l'être. Et alors, avec tout le défi ce n'est pas forcément, l'ombre de ça pourrait être ne jamais vouloir personnaliser, ne jamais vouloir prendre une forme. Donc mais c'est pas, rester dans l'eau. Rester dans l'eau et dans ce qui en fait est informe. Et donc cette tension, c'est à la fois être relié à la totalité, à la matrice, et en même temps devenir soi, se décider à devenir quelque chose, mais faire des choix aussi, faire acte de création dans un monde temporel et dans un monde où nous avons un temps de vie limité, déterminé. C'est qu'il faudra forcément à un moment ou à un autre se déterminer. Et donc c'est oser aussi couper, se séparer, comme tu disais peut-être Sophia. Et alors moi, ce qui m'intéresse avec cette tension naître-paraître, et qui parle beaucoup, je trouve, de ces deux signes du cancer et du lion, c'est tous les stratagèmes, toutes les stratégies que l'on utilise pour être vu.
pour être vu dans la totalité de ce que nous sommes. C'est-à-dire que toutes ces parts, en fait, encore intérieures, encore inconscientes, qui demandent à être vues et qui sont exposées aux autres de manière non consciente, en fait. Que ce soit à travers, alors le plus simple, ça pourrait être comment dire, des actes manqués ou des lapsus, etc. Et le plus complexe, c'est comment parfois on en arrive à se mettre dans des schémas émotionnels, relationnels, etc., simplement pour que l'enfant intérieur blessé soit enfin vu, soit enfin regardé dans la totalité de ce qu'il est. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver à déclencher des conflits ou des situations dramatiques pour être enfin regardé, comme si on avait besoin en quelque sorte, de ce passage par la dramatisation parfois, pour avoir le sentiment d'exister à ses yeux et aux yeux des autres. Donc, je crois qu'il y a le besoin d'être reconnu, d'être regardé dans tout ce que nous sommes, dans la totalité, là où forcément, inévitablement, régulièrement, au commencement de notre vie, nous allons devoir prendre une forme un peu forcée par toutes ces projections qui vont nous être faites. Oui, c'est ce chemin entre enfin, ce passage entre le cancer et le lion, c'est aussi accepter de sortir de l'obscurité créatrice vers une lumière créatrice. Et ça, c'est toute la difficulté. Je crois que c'est Luc Biget qui parlait de ça aussi, que le cancer, c'est ce mythe de Narcisse qui se regarde, qui est dans ce miroitement avec sa famille, avec ses racines de commencement. Mais après, en lion, le mythe de Narcisse continue. Il disait ça. Il y avait cette idée en cancer, on regarde, et en lion, on veut être regardé. Oui, et puis comment est-ce que j'accepte d'être regardé dans ma beauté aussi? Comment accepter que l'autre voit en moi toutes ces belles qualités, tous ces ors en quelque sorte que je porte en moi et qui sont parfois dans l'ombre. C'est pas simplement être vu dans nos mécanismes inconscients d'ombre, c'est aussi être vu dans toutes nos belles qualités que l'on ne reconnaît pas forcément en nous et que l'on va projeter dans une forme d'idéalisation sur un autre. Et comment est-ce que dans cette énergie du roi dont je parlais tout à l'heure, je vais aussi voir le beau en l'autre et dire le beau en l'autre, le reconnaître en quelque sorte, lui faire miroir, lui présenter un miroir de sa propre beauté. Oui. Ouais. Mais même avant, je pense qu'il y a déjà cette idéalisation de l'image que l'on va porter au monde, qui ne correspond pas forcément à qui on est. Et c'est aussi ça aussi, mais oui, ça aussi c'est difficile. Accepter de se voir pour qui on est. Et ça, donc c'est mieux, entre guillemets, en tout cas c'est plus simple, c'est plus facile de s'inventer une persona et d'aller vers le monde, en projetant ça. Et puis, donc, de tout ça viendra forcément après tous les comportements narcissiques que l'on peut retrouver dans l'archétype du lion. Mais qui sont déjà en graines, en racines dans l'archétype du cancer. Et là, je crois que dans cette saison qui arrive, là, avec la nouvelle lune dont tu as parlé, Sophia, il y a l'occasion peut-être d'un processus alchimique, d'un rééquilibrage entre ce masculin et ce féminin de l'être. Moi, ça me fait penser C'est deux vérités. Oui, oui. Ça me fait penser à ce mythe de la naissance d'Apollon. Donc, je crois que c'est Leto, il me semble, la mère d'Apollon et d'Artémis, qui cherche un endroit pour accoucher. Mais en fait, une malédiction d'Héra, je crois, fait qu'elle devra accoucher dans la souffrance. Et donc, elle cherche une île et elle ne trouve que l'île d'Élos, qui n'est pas très accueillante.
mais qui accepte en quelque sorte cet accouchement qui va prendre un temps très lent, très long. Et la première à sortir, c'est Artémis, la fille, et qui va aider sa mère tout de suite après à mettre au monde Apollon. Donc il y a quelque chose, je trouve, dans ce mythe de la sœur qui met au monde le frère, du féminin de l'être, en quelque sorte Cancer, qui va mettre au monde ce masculin de l'être, Lion peut-être. Donc on peut considérer cette saison du Cancer comme une préparation finalement à la saison du Lion, comme une gestation. On passe à nos coups de cœur ? Oui. Moi, j'ai Alors, juste qui un se poème. lance ? Les premiers. Moi, je veux bien. Moi, j'ai un poème à vous lire. Ah, Caroline, un poème. Ah, Formidable. très bien. C'est un poème de Rilke qui s'appelle La possibilité d'être. Je vais essayer de le lire. Ah bah, ça tombe bien. Voilà. Alors, oh, c'est elle la bête qui n'existe pas. Eux, ils n'en savaient rien, et de toute façon, son allure et son port, son col et même la lumière calme de son regard, ils l'ont aimée. Elle, c'est vrai, n'existait point. Mais parce qu'il l'aimait, bête pure, elle fut. Toujours, il lui laissait l'espace. Et dans ce clair espace épargné, doucement, elle leva la tête, ayant à peine besoin d'être. Ce ne fut pas de grains qui la nourrirent, mais rien que toujours de la possibilité d'être. Et cela lui donna à elle toute la force. Qu'elle s'en fit une corne à son front, l'unicorne. Et puis s'en vint de là, blanche vers une vierge, et fut dans le miroir d'argent, et puis en elle. C'est des sonnets à Orphée. J'aime beaucoup, ça s'appelle La possibilité d'être, de Rilke. Donc je vous invite aussi, j'aurais pu prendre comme coup de cœur Lettre à un jeune poète ou aussi les sonnets d'Orphée ou les lettres à, comment elle s'appelait, à Maria, je sais pas. Salomé, ouais. C'est le romantisme, ça cette, je sais pense, plus. ouais. Hein. Ça me... En tout cas, il fait partie de cette période, oui. Cette énergie du Cancer, elle me fait toujours penser à ça, quand même, au romantisme. Oui, bah oui. Oui, il a quelque chose. Il est né en 1875. Et il était il était ami de Rodin. C'était le secrétaire particulier, je crois, de Rodin. Je crois que c'est un Sagittaire ou un Scorpion, je ne sais plus. Là, je vais chercher si je l'ai. Ton coup de cœur, Sophia ? Alors, mon coup de cœur, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est drôle que Caro, c'était un poème. Et moi, c'est juste une petite phrase. C'est marrant. Parce que, en fait, j'étais plus dans l'action là que dans le. J'ai pas beaucoup lu là dernièrement. J'ai regardé des séries, c'est vrai, mais j'étais plus dans l'action. J'étais dans la création. J'ai beaucoup créé. J'ai beaucoup fait d'art plastique. Et la phrase, c'est « Fais plus de ce qui te rend heureuse ». T'as dit, pardon ? Magnifique, d'ailleurs, tes créations. Nous avons la chance de les voir. Merci, c'est gentil. Fais plus de ce qui te rend heureux. C'est ça, en fait. Pour moi, la saison du Cancer, là, maintenant, elle me dit ça, en fait, en ce moment. Et je me laisse porter. Et peut-être que c'est aussi parce que j'ai ma lune en Gémeaux. Donc, c'est un mélange entre Gémeaux et Cancer. Et donc, je me laisse porter par ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et me donner moins d'injonctions, en fait. Et c'est un peu comme un mantra. C'est un peu comme un mantra, finalement. Aujourd'hui, je fais plus de ce qui me rend heureux. Voilà. Et ben moi aussi, écoutez, c'est un coup de cœur un peu inhabituel. J'ai vu une belle exposition au musée d'Orsay il y a une semaine, les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Une exposition entre l'art et la science qui nous parle de ce 19e siècle qui est absolument quand même fascinant par toutes les découvertes. Découvrir l'autre monde, découvrir le fonctionnement de la biologie, etc. Et comment est-ce que progressivement l'homme va inventer la nature, son rapport à la nature, son rapport aux animaux, essayer de plus
plus il comprend par la science, plus l'art va venir en support, en secours pour une compréhension plus subtile, plus approfondie. Et voilà. Et donc je trouve que cette exposition donne matière à réflexion, en tout cas. Les origines du monde, en plus, il y a quand même pas plus cancer, je trouve, comme thématique. Et puis il y a d'ailleurs ce tableau qui a fait tant polémique, l'origine du monde. Les origines du monde. Voilà, qui montre un sexe féminin et qui, bien exposé, et qui je trouve va bien aussi en lien avec cette thématique du cancer. Et puis voilà, donc c'est jusqu'au 18 juillet à Paris. Et puisqu'on est dans les mois d'été, eh bien allez-y, faites un tour à Paris et puis allez dans les musées, dans les théâtres. Venez aussi me voir au théâtre, pourquoi pas, et puis là on passe plutôt à notre actualité, mais j'ai la chance de jouer pendant un mois au Festival d'Avignon tous les jours à 12h45 du 8 juillet au 31 juillet dans une création contemporaine du Off, une pièce qui s'appelle La Délivrance, voilà, où je suis comédien et donc au théâtre Notre-Dame à Avignon. Donc c'est ça qui occupe en tout cas mon temps en ce moment. Moi aussi je suis dans l'Action Sophia et voilà. Et donc je serais heureux de pouvoir vous voir nombreux si vous êtes dans le coin. Venez voir notre spectacle, nous applaudir et puis on pourra partager un petit moment d'échange à l'issue du spectacle. Voilà. Et votre actualité à vous ? Moi, je vais relancer le cours sur les archétypes féminins. J'hésite un peu avec les dates. Je me dis peut-être que c'est plus sage de laisser passer l'été, justement, par cette... donc voilà, mais j'ai déjà des gens, puis je prends des petits groupes, donc c'était un cours qui est accessible à tous, parce que même si on n'a pas de base d'astrologie, comme il y a une grande partie sur les mythes et sur les archétypes, mais c'est vrai que c'est toujours appliqué au thème. Donc voilà, c'est un cours qui dure environ 6 semaines. Il y a 6 cours, mais ça dure un peu plus, que c'est 1 semaine sur 2. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à me contacter personnellement si vous êtes intéressé. Je vous enverrai la documentation. Et toi, Sophia ? Moi, j'espère pouvoir sortir des cours là aussi à la rentrée. Donc, pour avoir plus d'informations, abonnez-vous à ma newsletter. Vous trouverez sur mon site internet en bas le lien. Et sinon, essayez de passer un été, comme je disais, en faisant un peu plus de ce qui me rend heureuse. J'aime bien ça. Et en prenant des consultations, mais de manière plus lente, là, pour l'été, pour m'aider aussi à finir ces cours que je souhaite mettre en place. Et puis, voilà. Eh ben, c'est super. Merci. Et moi, j'étais heureux de pouvoir faire cet épisode avec vous et de pouvoir, moi aussi. De pouvoir partager tout ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, à noter le podcast. Vous pouvez toujours vous abonner à notre newsletter. C'est une newsletter mensuelle, hein, donc c'est pas trop, ça ne surchargera pas vos boîtes mail. Et puis, vous avez des jolis textes, les liens vers notre plateforme Tipeee, où on poursuit la réflexion avec vous à travers, en laissant aller aussi, nous aussi, notre créativité dans des textes plus ou moins inspirés. Voilà. Bel été à tous et puis on se retrouve à l'occasion de la saison du Lion. À bientôt. Merci. Ciao tout le monde.